Bonjour, on se retrouve pour la leçon numéro 12. On avance vite finalement. Alors aujourd'hui donc je vais commencer par répondre à la question que je vous ai posée au dernier cours. Donc vous aviez une carte qui était la carte de l'acteur Vincent Cassel qui avait une lune en bélier, vous avez tous reconnu sa lune. Donc cette lune en bélier, alors certains ont essayé de l'interpréter en bélier et en maison 9. Moi pour l'instant je ne vais parler que de la lune en bélier. Je considère les personnes qui apprennent l'astrologie, donc qui ne connaissent pas encore les maisons, n'en a pas encore parlé, donc je m'en tiens à là où on en est dans les leçons. Bien entendu, si vous avez envie, si vous avez des connaissances en astrologie, que vous avez envie d'ajouter des informations sur les aspects, sur tout ce que vous voulez, pourquoi pas, je vous lis, c'est sympa aussi, mais vraiment moi je considère les personnes qui sont en train d'apprendre et qui donc n'ont pour l'instant absolument pas vu les maisons ni les aspects, donc la lune en bélier tout simplement, même si c'est réducteur, c'est comme ça, on apprend à chaque fois en avançant d'un pas, on peut pas tout connaître d'un coup, c'est logique. Alors la lune en bélier chez Vincent Cassel, alors déjà la lune on sait que c'est les émotions, dans le signe des béliers qui est un signe vraiment d'action, d'indépendance, d'autorité, on va avoir des émotions qui sont extrêmement à fleur de peau, des émotions extrêmement intenses, vives, des émotions qui peuvent être quasiment pulsionnelles en fait chez lui. Alors on peut penser qu'il a intégré la notion de combat, de rivalité, et que ça fait partie un petit peu de son schéma, de son scénario, et qui va donc aborder la vie avec cette impression qu'il faut se battre pour exprimer ce que l'on ressent, donc pour mettre en avant ses émotions, et qu'en tout cas ces émotions doivent être exprimées. On ne va pas tergiverser 2 heures et y réfléchir 2 heures. On ressent quelque chose, et bien directement c'est perçu, c'est envoyé à l'autre, donc il peut y avoir une forme de susceptibilité, d'irritabilité aussi, parfois même éventuellement des colères, dans ce signe du bélier. Il y a en tout cas cette idée que les émotions ne sont pas contenues, elles sont vraiment dans cette pulsion. Donc après, au positif, ça va, d'ailleurs c'est pas négatif ce que je dis, et puis ça peut lui permettre aussi de faire preuve d'une forme d'enthousiasme rapidement, il va se passionner très rapidement par un projet, il va se lancer sans y réfléchir dans un projet, tête baissée, le bélier c'est la tête, donc il y va sans réfléchir, ça lui permet d'avoir le courage de se lancer, d'y aller. Alors après, il peut aussi très facilement du coup se désintéresser aussi de ce projet si ça ne va pas assez vite, si il n'y a pas le feu qui est entretenu dans ce dans quoi il s'est lancé corps et âme. Donc cette lune en bélier va vraiment lui donner envie de s'affirmer sur le plan émotionnel et d'être vu, reconnu, entendu pour ses émotions, perçu. Il faut qu'il soit affirmé. Donc il y a vraiment cette volonté d'affirmer ce que l'on ressent. Donc ça va lui apporter d'une certaine manière une forme d'indépendance, et de l'autre, ça peut aussi lui donner un certain entêtement, dans la mesure où il ne va pas forcément se remettre en question. Il y a un côté très primaire chez le bélier où on y va avant même de réfléchir, donc forcément on continue même parfois dans la route que l'on a prise sans y réfléchir, et puis ça peut donner ensuite une réflexion a posteriori au lieu qu'il y ait une réflexion a priori. Donc ça c'est pour ces émotions. Donc est-ce qu'il est à l'écoute des autres? Bon, ça c'est la question. Évidemment il nous faut une vue d'ensemble de son thème. Mais en tout cas, il y a cette idée de toujours vouloir réussir par lui-même. Alors, après, ce côté combatif, il peut l'avoir. La lune, c'est la famille, c'est les proches, c'est ceux avec qui on est lié émotionnellement. Ça peut être sa femme, on l'a vu aussi, sa mère. Donc, il peut aussi être capable de prendre la défense des personnes avec qui il est lié sur le plan émotionnel. Il va avoir envie de les défendre, de monter au créneau, de monter au combat.
Alors dans son jeu d'acteur, ça peut lui donner vraiment un instinct assez sûr hein, quand il joue. Ça peut lui permettre là encore, justement, de ne pas être particulièrement dans la réflexion, mais de se lancer sans filtre, sans le filtre du mental, il y va à l'instinct. Donc ça peut être intéressant pour un acteur aussi. Ça lui donne en tout cas cette particularité, cette coloration-là. Euh, alors, on peut penser que dans son enfance, il a peut-être eu besoin de défendre son territoire, de défendre ses émotions, qui s'est peut-être senti en rivalité avec quelqu'un de proche dans la famille, hein, c'est possible, avec quelqu'un en tout cas autour de lui, et du coup, c'est devenu un moteur. Alors, du coup, sur le plan affectif, avec les femmes, ben, il va plutôt être quelqu'un qui va aimer conquérir les femmes, qui va même quasiment aimer qu'elle lui résiste. Donc le fait qu'elle lui résiste, alors en même temps il va vouloir l'emporter, c'est-à-dire que s'il est en conquête, eh bien il veut obtenir ce en quoi il est en quête. Donc il ne va pas accepter la défaite, si vous voulez, donc qui est vraiment un moteur, mais en même temps il a besoin aussi de cette résistance qui vient attiser son désir. Donc il ne lâchera pas l'affaire, comme on dit, hein. Il ira vraiment à la conquête, et même éventuellement, peut-être qu'une femme qui ne lui résiste pas assez, si vous voulez conquérir Vincent Cassel, résistez-lui un petit peu, parce que une femme qui lui résisterait moins a peut-être moins de valeur pour lui. Le fait d'obtenir trop facilement a peut-être moins de valeur pour lui que s'il y a un peu de résistance. Alors sa femme idéale, on peut imaginer qu'elle soit dynamique, autoritaire. D'ailleurs, je crois que sa femme actuelle, pas Monica Bellucci, mais je me souviens plus comment elle s'appelle, sa femme actuelle est native du Bélier. Donc vous voyez, il est allé directement à la source vers une femme bélier. Donc la femme idéale, ce serait une femme justement qui est indépendante, qui est dynamique, qui a une forme d'autorité. On peut imaginer que sa mère d'ailleurs l'était, indépendante, dynamique et autoritaire aussi, hein. Voilà pour vraiment très globalement. J'ai un peu lu le début de vos réponses. La vidéo est sortie là il y a quelques minutes, donc il y a 1 heure ou 2, je ne sais plus. En tout cas, j'ai un peu regardé le début de vos réponses. J'ai vu que vous aviez plein d'idées, donc qui étaient intéressantes. On peut développer, vous le savez très bien. À chaque fois, c'est pour vous donner comme ça quelques bases. Essayez de le reproduire d'ailleurs avec la lune dans votre thème, hein. À chaque fois, j'espère que vous essayez de faire une petite analyse de votre thème. D'ailleurs, on verra ce qu'on va préparer pour la fin, pour le dernier cours. Je commence à avoir des idées par rapport justement à votre propre thème, mais on en reparlera. Donc aujourd'hui, on va parler de Mercure. Alors Mercure, qui est, comme vous le savez, le maître à la fois des natifs, des Gémeaux et de la Vierge. Donc il y a 2 domiciles, hein, le Gémeaux et la Vierge. Et qui est dans son domicile en Gémeaux, qui est aussi dans son domicile en Vierge, mais le signe de la Vierge est aussi son lieu d'exaltation à Mercure. Donc du coup, son lieu d'exil, eh bien, c'est en face des Gémeaux, hein, le Sagittaire, et son lieu de chute, c'est en face de là où il est en exaltation en Vierge, donc c'est les Poissons, sachant que la Vierge, c'est aussi un signe dans lequel il est en domicile. Donc il a cette particularité-là d'avoir 2 domiciles, et que l'un de ces domiciles soit aussi son lieu d'exaltation. Je vous montrerai tout à l'heure sur la carte pour que vous mémorisiez bien. Je vous donnerai à la fin de toute façon de la leçon sur les planètes un petit tableau que vous pourrez télécharger éventuellement pour vous, récapitulatif, qui vous permettra d'avoir vraiment tout ça bien sous les yeux. Ce sera plus simple. Alors, donc Mercure, je ne sais plus si je vous l'ai dit, fait partie des planètes intérieures, c'est-à-dire entre la Terre et le Soleil, comme la Lune, comme Vénus, hein. Donc elle est extrêmement proche du Soleil. Elle fait le tour du zodiaque, je ne sais plus, en 300...
57 jours, je crois, hein. Donc, elle est toujours, si vous regardez sur un thème, elle sera toujours extrêmement proche du Soleil. Elle peut pas être à plus de 28 degrés du Soleil, soit avant le Soleil, soit après le Soleil, mais elle ne sera jamais à plus de 28 degrés du Soleil. Donc ici, Mercure, comme vous le savez, hein, c'est la planète de l'astrologie par excellence, la planète des astrologues. Chez les Grecs, Mercure, c'est Hermès, d'où nous vient l'adjectif hermétique. Donc, Mercure, c'est vraiment le messager, il faut retenir ça. C'est celui qui fait circuler d'un monde à l'autre, qui fait circuler de l'esprit ou à l'incarnation, de l'incarnation à l'esprit, hein. Donc nous, on est des êtres incarnés. Il fait finalement le messager entre les deux mondes. C'est le messager entre le jour et la nuit. C'est le messager entre le monde matériel et immatériel à la base, entre le féminin et le masculin. On avait parlé de polarité yin pour la lune, de polarité yang pour le soleil. Eh bien, Mercure n'a pas de polarité, il est neutre. Donc souvent, quand on regarde sa position dans un thème, s'il est conjoint à une autre planète, on n'a pas encore parlé des conjonctions, mais je vous le dis comme ça, eh bien souvent il va prendre la coloration de la planète à laquelle il est conjoint. Donc ça c'est intéressant parce qu'il a cette neutralité-là. C'est un peu l'hermaphrodite du zodiaque, hein, Mercure. Donc Mercure dans son cycle, alors c'est le premier des planètes dont on a parlé jusqu'à présent qui rétrograde, qui peut avoir des périodes de rétrogradation. Il en a à peu près 3 dans l'année. Alors comme vous le savez, à chaque fois que Mercure rétrograde, voilà, on a l'impression que plus rien ne va au niveau des communications, au niveau des transports, au niveau même de notre réflexion. On a un peu la réflexion qui est altérée, on a du mal à Mercure qui nous permet de regarder par exemple les détails, de s'attacher à des détails. Eh bien, on va passer à côté de tout un tas de détails, donc on va devoir refaire un travail, on va avoir des problèmes si on prend l'avion, si on prend le train, qui n'arrivent pas à l'heure, où il y a des changements, même si on part en voyage, dans tout ce qui est déplacement, il va y avoir des changements quand Mercure est rétrograde. On peut aussi avoir des malentendus dans la communication, des quiproquos, on se comprend pas, on se fait mal comprendre, on s'exprime moins clairement. Quand Mercure est rétrograde, il peut y avoir des problèmes avec tous les appareils technologiques, avec tout ce qui permet de communiquer aussi, hein. Donc c'est vrai que souvent, alors là je vais pas vous parler du transit de Mercure rétrograde, mais voilà, c'est pour que vous vous souveniez un petit peu ce qu'on dit sur Mercure quand il rétrograde. Maintenant que vous avez compris qu'il parlait de communication, de transport, de mouvement, etc., vous comprenez pourquoi quand il rétrograde, eh bien tout à coup on a l'impression que plus rien ne va ou que tout marche à l'envers ou marche moins bien. Alors la période de rétrogradation en astrologie, si vous voulez, c'est un mouvement qui est apparent à partir de la Terre. C'est-à-dire que si on regarde, on a l'impression que Mercure recule, alors que ce n'est pas le cas, mais l'astrologie est vraiment basée sur les mouvements apparents à partir de la Terre, hein. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et donc, on a cette impression pendant sa période de rétrogradation que Mercure recule et donc après on a un moment où il va revenir en marche normale, il va nous sembler avancer à nouveau, donc on va dire qu'il va reprendre sa marche directe. Alors je ne veux pas parler trop en profondeur de ça pour l'instant parce que je pense que c'est trop compliqué si vraiment vous êtes en train d'apprendre l'astrologie, donc j'en reparlerai de manière plus précise quand on aura avancé, si on a le temps bien sûr, hein. Alors la période pendant laquelle Mercure rétrograde
à chaque fois qu'il rétrograde, elle est de 23 jours. Donc ce qui veut dire que s'il rétrograde à environ 3 fois dans l'année sur 23 jours, eh bien vous êtes peut-être né avec un Mercure rétrograde, ça peut être assez fréquent puisque son mouvement de rétrogradation est assez fréquent. Moi par exemple dans mon thème, j'ai un Mercure rétrograde. Alors je vous expliquerai un petit peu la différence quand dans le thème on a un Mercure rétrograde par rapport à quand on a un Mercure direct. Alors pour savoir si vous avez un Mercure rétrograde dans votre thème, vous regarderez, je vous montrerai tout à l'heure je vous remontrerai le symbole de Mercure. Et bien à côté de Mercure, vous avez un petit R et ce petit R veut dire que Mercure rétrograde au moment où vous êtes né. Alors Mercure, je vous ai dit, hein, c'est le messager. Alors sur le plan des fonctions humaines, Mercure va représenter la réflexion, la manière dont on pense, va représenter tout ce qui est mental, intellect, il va représenter la communication, il va représenter le mouvement, il va représenter les échanges, il va représenter la relation que l'on a avec l'environnement, il va représenter la transmission, il va représenter aussi les apprentissages pratiques, contrairement à Jupiter, on le verra, donc plutôt tout ce qui est lié vraiment, alors soit les courts apprentissages, soit les apprentissages pratiques du type stage, petite formation, moment où on va travailler, je ne sais plus comment on appelle ça, les études où on est à la fois chez un employeur et à l'école, j'ai oublié les contrats en alternance ou ce genre de choses. Donc du coup, où on est à la fois en train d'apprendre sur le plan théorique et en même temps sur le plan pratique. C'est donc le mouvement, c'est évidemment la capacité d'adaptation, donc ça c'est important. Alors puisqu'il est en domicile dans le signe des Gémeaux, mais aussi dans le signe de la Vierge, tout ce que je viens de dire fonctionne aussi bien chez les Gémeaux que chez la Vierge, si vous avez un Mercure Gémeaux ou un Mercure en Vierge. Mais disons que chez les Gémeaux, il va être plus coloré de sociabilité, de curiosité, de besoin de s'exprimer. Donc on l'a vu à l'oral, à l'écrit ou de toute manière possible. Alors que chez la Vierge, il est plutôt analytique, il va être beaucoup plus concentré sur les détails, il va être plus analytique, il va concerner beaucoup plus la capacité de discrimination, d'organisation, de gestion aussi. Donc il y a une petite coloration différente. Alors si votre Mercure dans le thème est rétrograde, en fait, il va garder la symbolique qu'il a dans votre thème, mais ça va s'exprimer moins à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est beaucoup plus intériorisé comme énergie. Par exemple, si vous avez un Mercure rétrograde en Lion, pour vous donner un exemple, Mercure en Lion, eh bien, il va, par exemple, permettre une expression un peu flamboyante, une envie de convaincre, de communiquer, de chercher à se valoriser par la communication. On va avoir, par exemple, des personnes qui font du théâtre, qui vont s'exprimer, etc. Je rentre pas dans le détail, c'est pas le but. Donc, il y a une forme de créativité, comme chez le Lion, hein, qui est exprimée. Alors qu'un Mercure-Lion, par exemple, rétrograde, eh bien, il va avoir exactement cette même créativité, par exemple, si on prend juste cette interprétation-là, cette même créativité, mais une créativité plus intériorisée, plus méditative. Du coup, ça va donner quelqu'un qui est peut-être plutôt dans l'écriture que dans le théâtre, qui va être dans une créativité qui passe par une intériorisation, par un retour sur soi, peut-être parfois par une solitude aussi, hein, par exemple. C'est pour vous donner un exemple. Donc, c'est exactement les mêmes facultés que Mercure dans le signe où il est, sauf que ces facultés vont être beaucoup plus tournées vers soi et plus intériorisées quand il est rétrograde. Vous me direz si vous avez compris. Donc, d'une certaine manière, l'énergie est un peu plus inhibée, si vous voulez.
Mercure a aussi d'autres symboliques. Alors on avait eu le soleil qui représentait le père, l'époux aussi. On avait la lune qui représentait la mère, qui représentait aussi la femme, par exemple. Et chez Mercure, enfin avec Mercure plutôt, on va parler de fratrie. Donc là, vous vous rappelez, hein, avec les Gémeaux, c'est ce qui nous environne, donc c'est aussi la fratrie. Donc Mercure représente la fratrie, va représenter toutes les relations à l'entourage, et l'entourage, ça peut être aussi le voisinage, ça peut être aussi les cousins, hein, les proches dans la famille. Ça va être donc les voisins, la relation à l'environnement, la manière dont on a aussi vécu l'adolescence, parce que Mercure, c'est la jeunesse, et en particulier l'adolescence. La Lune, c'était l'enfance, et Mercure, c'est l'adolescence. Donc, c'est la période aussi de l'adolescence. Ça peut nous renseigner sur comment on a vécu cette période de l'adolescence. Ça représente aussi donc les jeunes, la jeunesse. On va avoir aussi... alors, Mercure, c'est aussi la clientèle. Donc, hier, je vous disais qu'avec la Lune représentait la clientèle, mais je dirais plutôt avec cette notion de popularité. Est-ce que les gens viennent à nous? Est-ce qu'ils sont attirés par nous? Mercure, c'est plutôt le client. C'est les personnes avec qui on va échanger. C'est vraiment la clientèle. Donc, si vous avez envie de voir, avoir des indications sur votre clientèle, vous pouvez faire un mélange un petit peu de ce qui se passe avec votre Lune et avec Mercure, par exemple pendant l'année, hein. Alors Mercure, c'est aussi donc les transports, le mouvement, les voyages courts. C'est aussi par exemple le voleur, parce que le voleur, c'est celui qui justement va faire preuve d'intelligence, de ruse, d'une intelligence même pratique finalement pour arriver à ses fins. Donc Mercure représente aussi le voleur. Donc voilà, globalement pour Mercure. Donc je vous montre sur le tableau comment ça se présente. Alors je remets mes lunettes, parce que sans mes lunettes, j'arrive pas bien à voir le tableau sur l'écran. Alors, donc, on a donc le signe des Gémeaux, donc Mercure est dans son domicile dans le signe des Gémeaux. On a dit aussi qu'il était dans son domicile dans le signe de la Vierge, mais il a cette particularité dans le signe de la Vierge d'être aussi en exaltation. Il est donc face aux Gémeaux, eh bien, il est en exil en Sagittaire, et face à son lieu d'exaltation, comme d'habitude, il est en chute dans le signe des Poissons. Alors, la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est, imaginons qu'une personne soit marquée par un soleil en Gémeaux et par un Mercure en Taureau, par exemple, eh bien, quelle déduction en faites-vous? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur une personne qui a à la fois son soleil en Gémeaux et son Mercure en Taureau? Donc, c'est pareil qu'avec la Lune, hein, vous essayez de faire un mélange de ce qu'on a dit sur Mercure et de ce qu'on avait dit sur le Taureau. Et donc, vous faites une synthèse. Et là, en plus, vous avez une double synthèse puisque vous devez aussi parler du soleil en Gémeaux. Donc, voilà, petit à petit, on avance dans l'analyse. Faites comme vous le pouvez, ne vous inquiétez pas. Un apprentissage, c'est se tromper. Si on se trompe pas, on n'apprend pas, hein. Donc, c'est pas grave. N'allez pas chercher, essayez de le faire vraiment par vous-même avec ce qu'on a pu en dire et de pas aller chercher trop sur Internet. En même temps, si vous allez chercher, vous allez retenir aussi. Donc, c'est aussi une manière de faire, hein, pour certains. Mais essayez quand même dans un premier temps, au moins pendant 5 minutes, de le faire pour vous. Et ensuite, même si vous allez chercher des informations, pourquoi pas. On se retrouve très bientôt pour la suite, c'est-à-dire pour Vénus. À tout de suite, à dans 2 jours.